la seule chose que j'ai vue aujourd'hui, en fait que j'ai entendu, c'est quand Kelsey a marqué son toucher, Yanni Gould, qui est à la description, Yanni Gould, légende de CBS. J'avais compris Yanni Gould. Non, Yanni Gould, non, Ian Eagle, Ouais. qui a décidé de dire qu'il y avait, que Kelsey s'était glissé dans le blank space pour marquer son toucher. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Salutations à tous! Peu importe le moment de la journée que vous écoutez ce balado, ou même n'importe où vous écoutez ce balado, que ce soit en train de faire de la nourriture, dans votre voiture, que ce soit en train de regarder le sport, ben, je suis content de vous avoir aujourd'hui pour parler virtuellement, si on veut, avec nous autres de sport. Bienvenue à la Triple Menace. Épisode numéro 4. Je suis très content de vous recevoir. Cette fois-ci, je remplace Pop pour le segment d'introduction parce que, on a un petit sujet bien spécial à parler en début d'émission et personne de mieux qualifié que Pop pour ça. Mais bien sûr, il n'est pas tout seul parce que dans un coin, oui, nous allons avoir Pierre-Olivier Poulain qui a décidé encore une fois de sortir de son trou perdu pour venir jaser de sport. Mais de l'autre côté, nous avons Félix qui va en effet représenter son club des Diamondbacks aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que on a aussi beaucoup de balles à jaser et sans l'ombre d'un doute que les Diamondbacks sont au menu aujourd'hui et nul autre de mieux que Félix pour jaser de ça. Les boys, salut! Mio, je vais te saluer, mais à moitié parce que je vais pas accepter encore de slander mon coin la Abitibi. Je refuse catégoriquement. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis loin, mais heureusement, mon réseau marche aujourd'hui parce que là, j'avais de la misère, puis là, je suis content. Tout semble marcher. Allons-y avec ça, puis en espérant que tout tienne d'ici là. Exact. Félix, commence. Mais moi, tu vois, Mio, la demi de salutation qu'il te donne pas, moi, je vais te la donner en plus de ma salutation habituelle parce que t'as osé me parler des Diamondbacks et ça me rend heureux. Et tu sais ce qui me rend heureux aussi? Mes Titans du Tennessee ont gagné. Ça a été une super belle journée. On s'en reparlera tantôt dans le bloc de football, mais c'était une belle journée de sport. Ouais, parfait. Moi. Content de savoir que tout le monde passe une meilleure journée que le Collège North American qui a subi une défaite plutôt cuisante en fin de semaine de 91-0 au football collégial. Mais le football... Le football, c'est pour plus tard parce que les gars, on a quand même un dossier quand même mordant. Et là, je ne parle pas de Marie-Pierre Morin, mais on parle bien de Mike Babcock ici qui a fait jaser un peu plus tôt cette semaine avec, si on veut, sa première semaine d'activité avec les Blue Jackets de Columbus qui avaient demandé aux joueurs leur téléphone pour pouvoir regarder le contenu des camera rolls. Ben, ça en a fait jaser, ça a fait couler de l'encre, les boys, puis aujourd'hui, on apprend que Mike Babcock devrait donner sa démission après seulement quelques semaines officielles d'activité. Je vous demande à chaud qu'est-ce qu'on en pense là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui va être au détriment des performances des Blue Jackets ou est-ce qu'au contraire, est-ce que Johnny Gaudreau devrait relâcher un petit soupir comme « Ouf, je n'aurai pas à jouer pour Mike Babcock ». Écoute, d'après moi, il y a personne... je pense qu'il y a personne sur la Terre qui, quand on a annoncé que les Blue Jackets de Columbus avaient engagé Mike Babcock, qui avait dit publiquement et à voix haute que c'était une bonne idée. 99% peut-être, on se demandait « Why? Pourquoi? Pourquoi on l'engage? » On savait déjà qu'il y avait du shady stuff. Pourquoi on lui redonne une deuxième chance? Le reste, on disait « Mais quelle mauvaise idée, ça va backfire. » Et mon Dieu, ça backfire de manière très horrible parce que nous sommes le 17 septembre 2023. Mike Babcock n'a même pas traversé le tournoi des recrues. Il a déjà été cancel en quelques jours à sa première... Les recrues n'étaient même pas encore sur la glace et déjà congédiés. Comment tu peux foirer une affaire de même alors qu'on savait peut-être déjà en partant quand Jarmo Kekalainen, le DG, a engagé Mike Babcock, que ça allait être une mauvaise idée. Mais
shout-out à Paul Bissonnette et à Sterling Chicklets qui ont tous dig l'histoire puis que, tu sais, ils ont mangé de la merde sur Twitter, là, vraiment, en disant que tout le monde, il y a du monde qui disait que c'était pas des vrais médias, c'est pas des vrais journalistes, c'est juste c'est juste des grinders de la Ligue nationale qui font juste parler dans un micro. Ben, écoute, quand t'as des contacts dans la Ligue, des fois, c'est ça que ça fait. Puis, shout-out à Business Team, pour vrai. Non, puis je vais te ramener un peu sur Babcock. Charlotte, effectivement, à Spittin' Chicklets pour cette histoire-là. Mais écoute, sans rien enlever à Babcock en tant qu'entraîneur, parce qu'il a gagné quand même, il a quand même une feuille de route au niveau des victoires et des championnats. Mais ça reste qu'avec ce qui s'est passé à Toronto, on espérait quand même qu'elle allait avoir un peu appris et que ce genre d'histoire-là n'allait pas finir par ressortir. Surtout pour un gars qui a vécu ce spotlight-là à Toronto. Il savait qu'il allait devoir laver le linge plus blanc que blanc pour éviter les controverses et il a fait un faux pas presque immédiatement. C'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a pris cette décision-là, mais c'était tellement inutile, c'est se donner de la mauvaise presse pour pas grand-chose dans une situation où il y avait déjà une sécurité d'emploi, ben pas une sécurité d'emploi, mais il était déjà vu comme ce tyran-là un peu aux yeux du public. Pourquoi se remettre dans une situation où tu peux réaggraver la façon dont tu es perçu auprès du public? C'est très dur pour moi de comprendre tout ce qui s'est passé. Pourquoi on en est venu jusqu'à ce stade-là. En même temps, je lance la question, Félix. Tu disais qu'en effet, il était perçu comme un tyran, mais là, je veux revirer ça un peu en une question. Est-ce que c'était un move de tyran vraiment purement à la Mike Babcock, ou est-ce que peut-être qu'il y avait une intention de dire « Hey, salut, je suis de retour, fait que voici comment ça fonctionne avec moi », parce que, tu sais, on va se dire, Mike Babcock, il est de la vieille école pour ce qui est du hockey. Donc, est-ce qu'en même temps, c'était peut-être juste un power move pour revenir en jeu, ou est-ce que c'était vraiment, est-ce qu'on voulait vraiment instaurer une culture absolument stricte à Columbus? Je veux dire, où est-ce qu'on penche avec ça, selon vous autres? Puis je vais te retourner ta question avec une autre question. Même si c'était l'idée d'un power move, est-ce qu'il était en position de faire un power move, considérant que sa réputation était déjà fragile? Tu sais, à un moment donné, je veux bien croire que c'est tes méthodes, c'est comme ça que ça a fonctionné, mais la LNH a évolué. Maintenant, tout est tellement sous observation, tout est observé tellement de proche. C'est pas un pari qu'il pouvait se permettre de prendre. On ne saura jamais vraiment tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là, mais si on en est venu à ce qu'il démissionne, c'est que c'était probablement quand même quelque chose d'assez important. C'est pas quelque chose qu'il peut se permettre. Il ne pouvait pas se permettre encore de la mauvaise presse. Il y en avait déjà eu quand l'embauche avait été annoncée. Aller en chercher plus avant même le début de la saison, c'était peut-être pas une bonne idée de sa part. Et je dis pas que c'est aussi pire que ce qu'il avait fait à Mitch Marner du côté de Toronto. Là, on parlait vraiment, c'était presque de l'intimidation pure et dure rendu là, mais c'est des méthodes qui fonctionnent plus, et surtout dans une ère comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est tellement dangereux de te livrer à un tel exercice parce que tu vas t'attirer des commentaires, ça va faire jaser. C'est la réalité du sport en ce moment, et c'est bien dommage que Mike Babcock n'ait pas encore compris ça, même après autant d'années loin des postes d'entraîneur de la Je vais juste rajouter un peu sur le point que Félix a soulevé. Si ça avait été n'importe qui à l'entraîneur, n'importe qui, que ce soit un gars qui était connu ou un gars qui monte les rangs puis qui veut faire sa place, n'importe qui sa planète, on aurait entendu cette histoire-là, on aurait probablement même pas levé le doigt. Mais vu que c'était Mike Babcock, avec son historique, avec comment ça s'est terminé à Toronto, avec quand il est parti en son absence, il a même avoué qu'il avait eu ses torts puis qu'il avait changé. Et pourtant... Et écoute, c'est... Actions speak louder than words. Exactement. Fait que ici, c'était comme la dernière personne en ce moment qui pouvait se permettre de faire un move de même. Puis aussi, quand tu prends en compte qu'à Columbus, en tout cas selon Cap Friendly et les projections pour l'alignement pour le premier match de la saison, Columbus va avoir l'alignement le plus jeune de la Ligue nationale. Je pense que l'estimation, c'est comme 25,5 ans, qui est comme vraiment fait que comment tu peux réussir, après avoir été dans le cave assez longtemps, d'instaurer un lien de confiance avec des jeunes joueurs, alors que les jeunes joueurs composent l'alignement, le corps de ton alignement? Comment, juste le fait de réussir, tu peux pas amener quelque chose puis faire quelque chose de même puis que ça réussisse. Il fallait faire les actions. Puis écoute, on peut critiquer Mike Babcock comme on veut, écoute, mais
il a pris la décision lui-même. En tout cas, en théorie, c'est ce que les Blue Jackets ont dit. C'est lui qui a pris la décision de démissionner et de dire, écoute, c'est devenu une trop grosse distraction, ça va pas bien. Probablement qu'il y a des enquêtes de la Ligue nationale puis de l'association des joueurs qui allaient ressortir. Et qu'effectivement, ça allait peut-être le congédier. Fait qu'il a pris la décision lui-même, il est parti. Et souhaitons maintenant la bienvenue à entraîneur Pascal Vincent, qui en est un qui cognait à la porte depuis plusieurs années et qui a enfin sa première chance à la tête d'un club de la Ligue nationale. C'est sûr, c'est pas le meilleur contexte pour arriver à ta première chance, mais première chance, une première chance, hein, comme on dit. Exact, mais il faut être opportuniste aussi. Je veux dire, c'est entraîneur en chef recrue sur une équipe très jeune, comme tu l'as souligné. Dans la petite chose pour Babcock, quand même peut-être quelque chose, si on veut, d'un peu compensatoire. Il est l'un de 2 entraîneurs-chefs pour les Blue Jackets de Columbus à terminer avec un pourcentage victorieux d'absolument 0%. Le dernier étant Gary Agnew durant la saison 2006-2007, qui, avec 5 matchs à la part des Blue Jackets de Columbus, a terminé avec une fiche de 0 victoire, 4 défaites en temps réglementaire et 1 en prolongation. Écoute, Mike Babcock a toffé plus longtemps à Columbus que Jeff Carter, là. C'est juste pour te montrer à quel point son règne a tellement été court. Puis, d'après moi, je pense que on peut affirmer presque sans se tromper que les Thrashers d'Atlanta seront de retour dans la Ligue nationale avant que Mike Babcock se trouve une nouvelle job dans le circuit Bettman, ça c'est sûr. Exact. Et non, mais si je peux ajouter une dernière affaire aussi sur Mike Babcock, je trouve qu'il y a quelqu'un je trouve que j'ai un petit coup de gueule aussi pour quelqu'un dans cette histoire-là, c'est Jarmo Kekalainen, le directeur général de l'équipe. Jarmo Kekalainen, qui, je vais vous l'avouer, n'est pas mon préféré. Je comprends pas pourquoi ce gars-là a une sécurité d'emploi depuis aussi longtemps, considérant qu'il n'a jamais rien fait à part avoir une demi-saison où il a surpris le Lightning, qui venait de connaître une saison historique. Je vais bien croire qu'il est à Columbus, mais à un moment donné, ça fait. Et là, non seulement on prend la décision d'engager Mike Babcock, on sait que ça va créer des remous au niveau médiatique. Et on parle de marché comme Columbus. On sait que ça manquerait à Columbus. Je parle même pas si ça avait été à Montréal ou à Toronto. Ça aurait été la folie furieuse. Mais on sait que ça va créer des remous. On sait que ça va faire jaser. Et à la première histoire, on abandonne Mike Babcock. Pourquoi on l'a engagé au début? Si on savait qu'à la moindre histoire, on allait finir par le canner, pourquoi on l'a engagé en se disant peut-être que les gens vont oublier que c'est Mike Babcock, peut-être qu'on va oublier toute son histoire? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on a décidé de l'engager? Je ne comprends pas pourquoi Jarmo Kekalainen s'est mis les pieds là-dedans et je continue de penser que ce gars-là a une sécurité d'emploi beaucoup trop grande pour ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à la base. Mais c'est certain que sa sécurité d'emploi là, vient d'en manger une shot. Là. Avec ce dossier-là, quand tu te mets à la place de ses supérieurs, tu te mets vraiment... Puis je le rappelle encore, on vient de commencer le camp des recrues. Là. C'est pas pendant la saison, puis encore moins pendant le vrai camp d'entraînement. On a déjà de l'attention négative, on a déjà des distractions, on a plein d'affaires qui arrivent sur l'organisation. Fait que d'après moi, si un gars comme Kekalainen puis les Blue Jackets connaissent une autre saison difficile cette année, ce qui est probablement ce qui est à prévoir dans leur cas, c'est ceux qui pourront difficilement faire pire que l'année dernière, mais je pense que c'est comme le dernier coup là, avant de plier le genou puis d'être mis KO là, parce que là ça sent vraiment la soupe chaude là, du côté de Columbus. Au moins c'est réglé. Ce dossier-là, on espère va rester dans le passé, mais là on regarde vers l'avant pour les camps qui s'en viennent dans quelques jours du côté de l'International. Exactement. Ouais. Et maintenant, on va se diriger un peu une autre équipe qui va avoir peut-être une saison un peu difficile selon notre expert en chef Pop du côté des Panthers de la Floride. Mais cette fois-ci, c'est pas par rapport aux performances à venir, mais c'est par rapport au gardien Spencer Knight qui a fait jaser cette semaine parce que, on va s'en rappeler, en février dernier, Spencer Knight s'est éloigné de l'équipe pour intégrer le programme d'aide des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Un peu comme Carey Price, et non, je dis pas qu'il y a une corrélation entre gardien de but, loin de là, mais on a su il n'y a pas si longtemps de ça, le pourquoi du comment, que pourquoi Spencer Knight s'est éloigné des activités de l'équipe, et on parle vraiment là de troubles optionnels. Obsessionnel compulsif. Obsessionnel compulsif. Bien. Merci. Alors que je déparle. Donc non, mais sur une note un peu plus sérieuse, c'est ça les gars. À quel point c'était sérieux aussi ce cas-là. Là?
Ben, écoute, quand on a su la nouvelle, justement, concernant Spencer Knight, c'est ça qui est, pas qui est bizarre ou mal fait du côté, puis même que c'est probablement une bonne chose, c'est qu'on savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une notion de vie privée qu'on veut garder, puis c'est bien correct comme ça, mais on se doutait peut-être que c'était quelque chose qui touchait probablement la santé mentale parce qu'il n'y avait pas d'historique de consommation ou de quelque chose qui pouvait être rattaché à ça. Donc, on a su cette semaine, là, par l'entremise de Ken Campbell de The Hockey News, qui a fait un portrait justement sur Spencer Knight cette semaine, qui révélait qu'il était en traitement pour essayer de contrer les effets d'un trouble obsessionnel compulsif qu'il a développé il y a pas si longtemps d'ailleurs. Tu sais, des fois, ça peut être des choses qu'on développe dès l'enfance, mais lui, ça a été pendant que sa saison recrue à Boston College, quand il jouait universitaire, qui avait développé vraiment une obsession pour se laver les mains, puis qui a vraiment... qui est vraiment parti qui est parti en spirale infernale pour une obsession pour ne pas tomber malade, et ce qui faisait en sorte qu'il ne dormait plus la nuit puis qu'il devenait plus fonctionnel. Puis on le voyait même dans le filet que ça avait des effets sur la glace. Donc content pour lui, content qu'il soit de retour en forme. Là, il y a eu une sorte d'autorisation de la Ligue nationale pour participer au camp des recrues des Panthers de la Floride. Donc on lui souhaite le retour, puis on lui souhaite que ses traitements et ses suivis avec un expert puisse lui garantir une vie paisible au niveau mental. Exact, mais ce qui est vas-y, Félix. Non, puis écoute, pour une fois que mes études en psychologie peuvent me servir à quelque chose en parlant de sport. Shout-out UDM, hein? Shout-out à l'UDM, études en psychologie à Université l'UDM. frauduleuse. Pour une fois que ça peut me servir à... arrête avec ton cam. Si mes études peuvent me servir à quelque chose, un trouble obsessionnel compulsif, c'est pas aussi simple que quand on marche sur la rue, on essaie d'éviter de marcher sur les craques d'un trottoir ou d'essayer de marcher sur les craques. Quelque chose. Non, c'est vraiment quelque chose qui prend des heures. Spencer Knight pouvait probablement passer plusieurs heures par jour à être occupé à vouloir absolument se laver les mains, à avoir peur des germes, à avoir peur de quelconque maladie. C'est vraiment quelque chose qui devient incapacitant, ça l'empêche de devenir fonctionnel carrément. Et je suis content de voir qu'il a été chercher de l'aide, parce que surtout si ça devient intense comme ça, c'est impossible pour lui d'avoir une carrière au niveau professionnel, même un emploi de bureau, n'importe quoi. Ça devient impossible de vivre sa vie de tous les jours. Et le fait de le voir qu'il a été capable d'aller chercher de l'aide, son trouble disparaîtra probablement jamais en totalité, mais s'il est capable de le contrôler, au moins, j'ai aucun doute qu'il va être capable de recommencer à performer au plus haut niveau devant le filet. Je sais que t'es pas psychologue, t'as pas une licence, tu pratiques pas la psychologie à temps plein, t'es encore aux études et tout ça, mais comment on peut essayer de tempérer ou du moins régler, entre guillemets, ou juste du moins diminuer les effets d'un trouble obsessionnel compulsif pour justement que ça devienne pas envahissant à long terme, tu penses? En gros, c'est les méthodes qu'ils utilisent le plus souvent, c'est d'essayer d'amener la personne à passer un peu plus de temps, de plus en plus de temps avant de répondre à ses compulsions. Donc, la compulsion étant l'effet de vouloir se laver les mains. Donc, imaginons que Spencer Knight devait se laver les mains aux 15 minutes, par exemple. On essaye de l'amener tranquillement, pas vite. Essayer de passer 20 minutes sans se laver les mains. Essayer de passer 25 minutes, essayer de passer 30 minutes, et ainsi de suite. On y va progressivement pour essayer de diminuer un peu la fréquence des compulsions. Et on essaye aussi de travailler un peu sur ce qui pourrait être à la base de ça au niveau des obsessions. Est-ce qu'il y a une maladie qui l'a terrorisé? Dans le cas de Spencer Knight, ça semble être la grippe qu'il a contractée au mois de décembre. C'est toutes des choses qu'on essaie de travailler, surtout en one-on-one, dans un cadre de thérapie. Donc, je doute pas que Spencer Knight a eu droit aux ressources. La plupart des gens finissent par s'en remettre dans une certaine mesure quand c'est traité. Donc, je suis content de voir que Knight a été chercher, a priorisé sa santé mentale au lieu de sa carrière. Il aurait pu garder ça sous le silence encore, mais c'est une bombe à retardement. Ça allait finir par exploser un jour. Donc, très belle maturité de sa part d'avoir été exact. Puis ça, c'est quelque chose que tous les joueurs de hockey qui écoutent le balado, ou anciens joueurs, ou personnes qui sont vraiment implantés dans la culture du sport, souvent, il y a comme ce petit stigma autour des gardiens de but comme étant des individus très, 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 très spéciaux par rapport à leur routine ou par rapport à leur simple comportement. Donc, tu sais, c'est très compréhensible que
dès les premiers signes, on se soit dit, c'est un truc de gardien de but. Tu sais, là, je ne fais que spéculer, je ne fais que patiner en cette sortie estivale d'occupation double, mais c'est comme les kickers au football, c'est un peu le même principe un peu ou un lanceur de relève au baseball. On a souvent, tu sais, des petites routines que parfois on peut des fois mal interpréter puis que ce soit vraiment un truc qui soit ou juste un pattern, un réflexe qui envahit nos vies là, finalement. Exact. Donc, Mister, c'est rare que j'ai l'opportunité de parler de ça, mais on va jaser un petit peu du tournoi des recrues, parce que, veux pas, on a les meilleurs espoirs qui sont en œuvre, et au moment d'enregistrer ça, on est à peu près 24 heures de la première performance on va dire qui compte pour Connor Bedard dans un maillot des Blackhawks et honnêtement a totalement détruit tout sur son passage, but après but après but, rien à dire, totalement dominant sur la glace et que dire d'Adam Fantilli aussi avec les Blue Jackets de Columbus justement pour faire changement sur le sujet des Blue Jackets. Vite, petite question là-dessus, est-ce qu'on s'emballe trop? Est-ce qu'on voit juste? Qu'est-ce qu'on voit du côté de ces deux espoirs-là notamment? Ben écoute, on savait depuis le début, là, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas l'occasion de voir Matvei Michkov parce qu'il bench. En fait, là, il a été prêté, il a été reprêté à Sochi, hein? Mais c'est sûr que là, il est là-bas, il est pas un tournoi des recrues des Flyers de Philadelphie en ce moment même, mais écoute, c'est sûr que c'est pas la vraie ligue, là, c'est même pas le vrai camp non plus, là, tu sais, c'est sûr qu'on va mettre beaucoup d'eau dans le vin là-dessus, mais on regarde l'effet saillant de ces buts-là, puis mon Dieu, il y a du talent, mesdames, messieurs. Écoute, je regardais Connor Bedard prendre des lancers sur ses buts. Le gardien bouge même pas. C'est juste calme à ce point-là. Le gardien ne bouge même pas. Il est complètement gelé. Et je suis jaloux des fans des Blackhawks en ce moment. Je me dis que ça répète Montréal ou whatever, mais écoute, ils l'ont eu, fait que profitez-en, mais je regardais ça hier, je me suis dit, ça va être top. Ça va être top. D'après moi, là, il y aura beaucoup de débats à savoir sur la production de la saison recrue de Connor Bedard et d'Adam Fantilli, entre autres. Moi, ce qui m'impressionne vraiment quand je regardais Bedard, j'ai regardé vite les faits saillants un peu comme tout le monde, c'est de voir la qualité de son tir. Tu vois immédiatement que ce gars-là a un tir des ligues majeures. Et j'ai pas envie de dire que c'est nécessairement le tir d'Austin Matthews, qui est selon moi le meilleur tir de toute la LNH. Mais c'est pas loin. Honnêtement, tu vois la technique. C'est là que je m'en allais, là. Je veux dire, c'est naturel. Il y a pas besoin de mettre tant de l'accent sur son tir. Je veux dire, on dirait juste une petite poussée de la rondelle, puis voilà, elle est partie là où grand-mère cache les biscuits. Je veux dire, c'est naturel. Là, je veux dire, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup au basketball, un marqueur né, mais c'est quelque chose que je pense qu'il peut être appliqué au hockey aussi. Connor Bedard est bon pour marquer des buts. C'est un bon joueur de hockey en général, mais c'est un bon marqueur de but. Mais ça va être le fun de voir dans quelques années, voir quel tir sera le plus beau entre Austin Matthews puis justement Connor Bedard, parce que comme on dit, les deux se ressemblent. Le release du lancer du poignet est juste, c'est de l'art, mesdames, messieurs. Amenez ça au Louvre. S'il vous plaît. C'est doux comme de la soie, c'est doux, mais c'est puissant comme un canon. Mais écoute, ça va être incroyable quand ce jeune-là va atteindre son prime, même juste quand il va jouer son premier match contre le Canadien le 13 octobre prochain. Ça va être incroyable. Mais tu sais quoi, Pop, j'ai l'impression que ça va pas être tant long que ça parce que, tu sais, Matthews prend âge, puis veut pas, à un moment donné, il va commencer à perdre perdre ses cheveux. Il est déjà là, hein, je pense, hein? Je sais pas. Écoute, je touche encore du bois du haut de mes 28 ans que j'ai pas encore cheveux blancs qui poussent en ce moment, là. Fait que je vais pas m'attarder là-dessus. Dis-toi au moins que par rapport à Matthews, toi tes cheveux deviennent blancs, lui ils deviennent inexistants, mettons. Inexistant.
Écoute, sur les cheveux de Austin Matthews, on va se transporter du côté du football de la NFL parce que oui, semaine 2 qui est en cours présentement avec, comme d'habitude, on enregistre vers 8h, 9h le soir. Présentement, c'est un affrontement entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Dolphins de Miami pour le Sunday Night Football. Une marque qui est de 10-3 présentement pour les Dolphins de Miami. Avec environ moins de 2 minutes à faire en la première demi. Et boys, on retient beaucoup de choses, on retient beaucoup de remontées des équipes qui sont maintenant à 2 victoires, qui ne devraient pas être là, et des équipes qui sont à 2 défaites et qu'on ne pensait pas qu'elles allaient être là. Mais on va starter tout ça avec Félix qui se réjouit maintenant que ces Titans du Tennessee ont enfin une victoire au bout de leur fiche maintenant. Ce match-là m'a fait prendre 100 ans, je pense, en termes d'âge cardiaque. Cette attaque-là était tellement amorphe au premier match et le premier quart était encore une fois horrible. Ça faisait mal au cœur de voir Justin Herbert de l'autre côté, quand on était prêt avec Ryan Tannehill, qui avait l'air de sortir directement de sa maison de retraite. Et finalement, au deuxième quart, ça s'est mis un peu à débloquer. Les gros jeux se sont mis à arriver. On a vu une grosse passe de Ryan Tannehill du côté de Treylon Burks sur une feinte de remise à Henry. Et c'est à ce moment-là que Tannehill excelle. Quand on l'utilise dans des situations de feinte de remise et que juste après ça, la défense s'arrange pour se masser sur Henry, ça ouvre des opportunités de passe. Et c'est à ce moment-là que Tannehill excelle. On le veut encore aujourd'hui. Il s'en est rappelé, on dirait, en utilisant Treylon Burks, et il l'a réutilisé avec DeAndre Hopkins, avec Nick Westbrook-Ikhine, et il a fait une autre longue passe à Chris Moore en fin de match. Ça n'a pas toujours été facile. La ligne offensive a encore eu des moments difficiles, mais J'adore. La ligne offensive. J'adore comment tu parles de tes Titans comme s'ils venaient de gagner le Super Bowl. Je suis désolé. Moi, chaque victoire est un Super Bowl. Laisse-moi vivre ce moment-là avec mon équipe. Ton équipe pique à la saison à semaine 2. Ah, écoute, après la défaite contre les Saints, battre les Chargers, je pensais que c'était impossible. Et cette victoire-là m'a fait du bien. Même si on a eu besoin de la prolongation, même si il s'est mis à pleuvoir quand Nick Folk est arrivé pour le placement victorieux, ça m'a terrorisé. Mais ils ont gagné. Ne jamais compter Mike Vrabel pour mort. Les Titans vont gagner le Super Bowl. Mais tant qu'à parler des Chargers qui sont présentement à 0 victoire de défaite, je vais vous lancer une question, puis on reviendra justement sur le match suivant. Les Chargers à 0-2 ou les Bengals à 0-2, lequel qui est le plus urgent à régler, vous pensez? OK. Si tu veux, moi qui troll, je vais dire le plus urgent à régler serait les Chargers parce que de voir les Bengals qui perdent, moi ça me dérange pas. Je suis même content. Je fume un pack à chaque fois qu'ils perdent. Mais si on veut en toute franchise, je pense que du côté des Bengals, je pense que c'est le plus urgent à régler parce que puis tu sais, je veux dire là, Joe Burrow a connu déjà un meilleur match aujourd'hui. En tout cas, une deuxième meilleure demi parce que même après la première demi, on sentait encore que cette attaque-là était rouillée, puis ça a pris un retour de dégagement de 81 verges pour inscrire enfin un premier touché cette saison. Fait que, mais chapeau quand même à l'attaque des Bengals qui ont quand même tenu le fort en deuxième mi-temps, mais c'est à 0-2, là, c'est sûr que dans une division comme le nord de la AFC, c'est un départ qu'on souhaite pas, là. Non, c'est ça, définitivement. Là, puis, exactement. Là, je veux dire, oui, Joe Burrow connaît un meilleur match, mais c'est une division en tant que telle qui est difficile. Puis là, je dis pas non plus que toutes les équipes dedans sont des top dogs. Puis, je reste très honnête aussi avec mes Steelers qui sont là-dedans. C'est toutes des équipes qui peuvent finir, pas 8-8 parce que c'est chose du passé à 8-8, là, mais c'est toutes des équipes qui peuvent finir autour de 10 victoires et chacune d'entre elles, je pense, peuvent compétitionner pour une place durant les séries éliminatoires, ce qui fait que chaque semaine, c'est important. Puis là, les Bengals viennent de jouer contre les Ravens. Puis là, demain, mes Steelers jouent contre les Browns. Fait que déjà, ça commence à être déjà corsé dans l'AFC Nord. Là. Non, puis l'avantage que je vais donner aux Chargers aussi, c'est qu'on n'a pas perdu de match de division encore. Les Bengals sont déjà 0-2 dans leur division et c'est des matchs importants dans ta division, surtout pour le porter les séries. J'ai bien croire que Joe Burrow est peut-être blessé. Il s'est d'ailleurs blessé en fin de match aujourd'hui. Il aurait aggravé sa blessure au mollet. Mais perdre ces deux matchs-là, c'est que tu te creuses déjà un trou.
Et avec une attaque qui compte sur les mêmes gros morceaux que l'an passé, c'est pas supposé arriver. T'es pas supposé avoir autant de rouille, même si Burrow a manqué le camp d'entraînement, même s'il joue blessé. C'est vraiment inquiétant pour les Bengals et on va devoir trouver une façon de sortir de là très rapidement. Écoute, les boys, il y a eu des remontées. Vous avez parlé de vos équipes préférées. Moi, je vais vous parler de mon joueur préféré de tous les temps. Le GOAT. Le GOAT en personne. Daniel Jones. Non, Is non, him. non. Is him, mesdames, messieurs. Quelle remontée. OK, c'est contre les Cardinals de l'Arizona. Fine, OK, je vais vous le donner. Puis, on peut donner aussi beaucoup de crédit à Saquon Barkley qui a fait beaucoup dans cette remontée-là. Mais quand même, les Giants de New York Mais aussi, qui n'ont marqué aussi... aucun point à leurs 6 premiers quarts de la saison. 31 points sans riposte, une victoire 31-28. Écoute, pour les Cards, comment tu peux te remettre d'une défaite de même? On sait qu'on va t'inquiéter pour le reste de l'année. Mais quand même, quand tu es un partisan Oui, mais dans je veux l'équipe, dire, comment tu te remets de ça? honnêtement, je sais pas si t'en remets pas. Là. Je pense que c'est juste quelque chose de précurseur par rapport à ce qui s'en vient cette année. Puis, mais tu sais, je veux dire, en même temps, tout le monde s'en doutait pas mal que les Cardinals, puis à commencer par nous autres qui se doutaient que les Cardinals n'allaient pas faire grand-chose. Mais tu sais, d'au moins de pouvoir... Je sais pas, tenir tête à une équipe des Giants qui devrait être plus que correcte cette saison. OK, on mène par un bon pointage, par une bonne vingtaine de points. Et puis là, dégonfler de la sorte, la saison va être longue pour les partisans des Cardinals. Mais, shout-out à James Conner, ancien porteur de ballon pour les Steelers, qui a terminé avec une centaine de verges aujourd'hui par la course. Je n'ignore pas ce fait. Écoute, ESP. Et écoute, je prends 2 secondes pour les Giants aussi. Tu disais, Saquon Barkley a vraiment été utile. Je me sens comme le party pooper à annoncer les blessures à chaque fois, mais Saquon Barkley s'est blessé en fin de match. La bonne nouvelle, c'est que les résultats préliminaires sont encourageants. On parle pas il y a aucun dégât structurel selon ce qui circule. On parle d'une blessure à la cheville. La question, c'est est-ce que c'est un low ankle sprain ou un high ankle sprain? Dans tous les cas, comme les Giants jouent jeudi soir, je m'attends pas à le voir en uniforme jeudi, mais d'ici peut-être 2-3 semaines d'absence, mais je pense qu'on devrait le revoir avant la moitié de la saison dans le cas de Et pour les Giants, bonne chance jeudi parce qu'on affronte les 49ers de San Francisco alors que ça va être tout qu'un défi. On va souhaiter bonne chance à Daniel Jones que je souhaite toujours du succès, peu importe où ce qui se passe. OK, Max Kellerman. Oui! Écoute, moi, après son draft, moi, Daniel Jones, moi, je roule pour lui. Peu importe ce qu'il va faire, moi, je vais essayer de le hype le plus possible. On a aussi quelques records qui ont été battus au courant de la journée. Et Félix nous a fait une belle présentation il y a 2 semaines de Puka Nacua, qui n'a pas seulement un nom incroyable, mais qui vient d'expliquer. Puis, je dis pas juste battre. Exploser le record de réception pour les 2 premiers matchs en carrière. 25 réceptions déjà après 2 matchs avec les Rams de Los Angeles. Il y avait personne qui avait fait 20 réceptions pour ses 2 premiers matchs en carrière. Et Puka Nacua qui en a déjà 25, le record qui appartenait pour l'information à Earl Cooper des 49ers de San Francisco qui avait fait 19 au début de la saison 1980. Mais Félix, est-ce qu'on est en train peut-être de trouver un diamant qui va peut-être transformer un peu cette équipe des Rams qui, après l'année passée, on pensait que on allait frapper un mur, qu'on allait peut-être entrer dans une reconstruction, mais là, on est à 1-1 et on a quand même tenu tête à un rival division dans les 49ers de San Francisco, là. Les gars, pour parler de Puka Nacua, je tiens à vous rappeler, je tiens à faire un gros shout-out à la gang de mon pool Dynasty de Fantasy Football. Cette année, c'était la 5e saison et au 59e rang de notre repêchage, j'ai repêché Puka Nacua, un joueur que personne ne connaissait. Plus tôt dans ce podcast, l'épisode du 3 septembre dernier, je crois, je parlais de Puka Nacua comme d'un genre de Deebo Samuel. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être un genre de Cooper Kupp finalement, parce que Matthew Stafford l'aime à peu près autant qu'aimait Cooper Kupp. Tu parlais comme quoi il a battu le record avec ses 25 réceptions en 2 semaines. Moi, je vais vous amener sur une autre statistique qui me fascine sur ce gars-là. Quand on pense aux meilleurs receveurs de la NFL en ce moment, des noms comme Justin Jefferson, des noms comme Ja'Marr Chase, comme Tyreek Hill, tous ces noms-là reviennent souvent. Mais quand tu regardes le nombre de fois qu'un joueur a été ciblé dans les 2 premières semaines,
Évidemment, c'est pas final parce que Tyreek Hill n'a pas fini son match. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué demain. Mais je suis assez confiant qu'au terme de la semaine, celui qui va mener, c'est Puka Nacua. Parce que, en ce moment, en 2 semaines, Puka Nacua a été ciblé pas moins de 35 fois par Matthew Stafford. Et en ce moment, celui qui vient au 2e rang, c'est Justin Jefferson avec 25. Nacua est tellement en avant de tout le monde. Et on parle d'un gars qui, je le rappelle, a été repêché en 5e ronde il y a quelques mois de ça à peine. Un joueur de 5e ronde, des fois, ça se fait couper au camp d'entraînement. Et très souvent, c'est même pas un partant, surtout à une position comme receveur. De voir Nacua dominer comme ça à ses débuts, moi, je m'excuse, mais juste le fait d'avoir soulevé cette possibilité-là, je prends un victory lap tout de suite parce que ce gars-là m'impressionne à chaque semaine. Je suis très content de l'avoir dans mon fantasy. Désolé à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de le prendre. Et si vous l'avez encore sur vos waivers dans votre fantasy personnel, je vous implore d'aller le chercher le plus rapidement possible parce que ce n'est pas qu'un feu de paille. Il va être très, très, très... Donc, si je comprends bien, selon le Félix Forget Sportsbook officiel en direct de la Rive-Nord de Montréal, est-ce qu'on peut déjà placer Puka Nacua comme étant la recrue offensive de l'année par excellence? Recrue offensive, pas le temps pour ça. Joueur offensif de l'année et MVP. Bon. Ça y est, on est parti. Puis après ça foutait de ma gueule parce que moi, je roule pour Daniel Jones un peu intensément. MVP, OK. MVP. Mais, si on revient un peu... Ça va être le most valuable Puka. Ah, OK. Dans ce cas-là, je mets au défi tous les gens de mon âge qui sortent de l'école secondaire et qui ont des enfants, de faire des enfants qui s'appellent Puka, de les pratiquer au football et d'améliorer un peu cette compétition-là parce que je pense que Puka Nacua va rester le meilleur Puka pendant un méchant bout. On a parlé du concept de feu de paille. Si on regarde les Jets de New York, sur un high, après un très gros lot lundi soir dernier, après avoir perdu à Aaron Rodgers, mais après avoir vaincu les Bills de Buffalo, sur un retour de beauté pour la victoire en prolongation. Très spectaculaire comme façon de terminer un match sur une victoire. Ben là, on s'incline 30-10 contre les Cowboys de Dallas. Et là, on a revu les vrais Jets de New York. On a revu le Zach Wilson qu'on s'attendait. Mais fait que je pense que du côté des Jets, on a quelque chose là qui risque de ressembler à ça pour le reste de la saison. Mais Aaron Rodgers a quasiment ouvert une porte pour un retour au jeu si les Jets font une run en séries éliminatoires. Et je me dis que si un gars de 40 ans revient d'une opération pour une rupture du tendon d'Achille et revient dans la même saison, ce sera probablement l'exploit médical sportif le plus incroyable de tous les temps. Honnêtement, parce que même Kevin Durant, en 2019, quand il s'était blessé, la même exacte blessure en finale contre les Raptors, il a pris une année complète, là. Oh oui. Et écoute, on voyait le match de lundi entre les Jets et les Bills, puis on voyait sur le ralenti le moment où le tendon lâche dans la jambe d'Aaron Rodgers. On voyait les secousses, les vagues dans le mollet, puis ça rappelait vraiment ce que Kevin Durant avait eu lors de la finale contre les 2019 contre les Raptors de Toronto. Et Dieu sait que c'est pas une blessure qui pardonne, mais du côté des Jets, en attendant d'avoir peut-être Tom Brady ou pas, ben en attendant, on aura Zach Wilson qui va mener, mais on va espérer que ça se replace la semaine prochaine pour les Jets de New York. On va faire peut-être un tour rapidement des autres matchs qui est à l'affiche aujourd'hui. Les Bills qui reprennent un peu du poids de la bête contre les Raiders de Las Vegas 38-10. Les Chiefs de Kansas City qui l'emportent 17-9 quand même. On s'attendait peut-être à un match offensif du côté de Jacksonville. Finalement, un bon duel défensif de 17-9. On en prend une fois de temps en temps. Les Falcons d'Atlanta, messieurs, 2 victoires, 0 défaites. Après une belle petite remontée contre les Packers de Green Bay que je voyais peut-être comme... Jusqu'à temps que, au troisième quart, je voyais peut-être...
là, Jordan Love, ça n'a pas l'air si pire que ça, finalement. Et pourtant, on est rendu à 2-0 pour la première fois depuis 2017, ce qui est quand même pas négligeable du côté des Falcons d'Atlanta. L'ajout de Bijan Robinson, quel coureur de ballon, mesdames, messieurs, on va l'entendre parler jusqu'à temps que son corps le lâche éventuellement dans 5 ans. Pour le reste des activités, on a une victoire des Seahawks de Seattle, 37-31 sur les Lions de Détroit. Les Colts d'Indianapolis qui ont perdu les services d'Anthony Richardson sur un protocole de commotion cérébrale. Shout-out à Gardner Minshew qui a solidifié cette victoire-là, qui l'a confirmé aux dépens des Texans de Houston. Les Buccaneers de Tampa Bay, 2 victoires, 0 défaites aussi. On salue Baker Mayfield qui fait un travail honnête avec une victoire de 27-17 sur les Bears de Chicago. Et finalement, on parlait de remonter tantôt. Les Commanders de Washington, mesdames, messieurs, sur un jeu en fin de partie de Benjamin Saint-Just pour empêcher un converti de 2 points pour amener le match en prolongation. Victoire de 35-33 sur les Broncos de Denver. Les boys, Russell Wilson, est-ce qu'il cook, mesdames, messieurs? Est-ce qu'il cook? Ben, au moins, l'attaque, on se dirait que l'attaque des Broncos a réussi à marquer plus de 17 points, mais honnêtement, ça s'arrête là. Il a essayé de trop cook. Malheureusement, il s'est brûlé, puis voilà, une défaite de plus pour les Broncos en ce début de saison. Non, mais écoute, Russell, je vais au moins donner un peu de crédit. Il y a beaucoup qui sa défense, elle brûle la lasagne après ça dans le four. Il peut pas faire grand chose de plus, là. Le gars peut te faire la meilleure sauce à spaghetti. Si la lasagne est brûlée, elle sera pas bonne. Non, je comprends, mais écoute, on va saluer quand même le dramatique fin de match avec un Hail Mary pour tenter de créer l'égalité qui a rebondi 3 fois avant de se transformer sur un toucher des Broncos en toute fin, mais on échoue le converti de 2 points. On fait juste rappeler les 2 Monday Night Football parce que cette semaine et la semaine prochaine, on tente des tests du côté de la NFL pour peut-être éventuellement amener 2 matchs du lundi soir. Ça commence d'ailleurs cette semaine avec les Saints de la Nouvelle-Orléans qui visitent les Panthers de la Caroline et on l'a mentionné plus tôt, les Bruns de Cleveland qui vont visiter Heinz Field, le territoire de Mio et les Steelers de Pittsburgh. Triple Menace, épisode 4, édition du 17 septembre 2023. On vient de jaser du début de la saison, encore de la jeune saison de la NFL jusqu'à présent, mais dans un autre circuit, du côté de la WNBA, ben, c'est les vraies choses qui commencent. C'est les séries éliminatoires. On essaie des nouveaux formats, on a des grosses équipes. Mio suit ça un peu de manière régulièrement, que ce soit pour ton plaisir personnel ou pour le site Aléo 360. On a des bonnes séries, je pense, du côté de la WNBA. Puis, en ce moment, la logique est respectée. Les gros canons ressortent. Et sur le parquet, les joueurs les plus utiles, on les remarque encore quand même beaucoup rendus en séries éliminatoires. Ouais, exact. Puis je suis tellement content, je suis tellement choyé de pouvoir parler encore une fois de basketball féminin parce que on en a jasé encore une fois la semaine passée. Ça a été une grande saison historique pour la WNBA, puis je pense que d'année en année, ça va continuer à être ainsi. Sauf qu'on avait beaucoup de belles petites histoires en s'en allant dans les séries éliminatoires. Je me rappelle plus exactement l'entièreté des détails de ce que j'ai jasé la semaine dernière, mais tu l'as dit, les gros canons, on les a. Ce sont le Liberty de New York et ce sont les Aces de Vegas. Ce qu'il y a de le fun avec ça, c'est que les deux équipes sont chacune meneuses dans leur division. Dans le fond, dans l'Est et dans l'Ouest pour chacune de ces équipes respectivement. Et en ce moment, honnêtement, la question, c'est pas si les deux équipes vont se rencontrer en séries éliminatoires, c'est plus le quand que ça va arriver parce que le monde n'attend que ce duel-là. C'est à quel point les deux équipes ont été dominantes. Puis là, on commence à sortir quelques petits chiffres par rapport à ce que Vegas dit pour ces deux équipes-là. Où est-ce qu'on les place parmi les favorites? Ben, déjà pour commencer,
le championnat en tant que tel. Le Liberty est à plus 150 pour remporter le championnat et les Aces de Vegas sont à moins 150, ce qui est assez impressionnant, mais l'écart est très, 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 très petit entre ces deux équipes-là. Et ce qui me mène aussi au prochain petit sujet là-dedans, parce qu'on a une course au MVP aussi, parce que non, ce n'est pas juste qu'on a les deux meilleures équipes, mais en plus, probablement les deux meilleures joueuses du circuit en ce moment, ou du moins pour la saison 2023, compétitionnent sur ces équipes-là. Donc, pour le Liberty, j'en ai parlé la semaine passée, ma joueuse préférée dans la WNBA, de loin, Breanna Stewart, qui en ce moment, dû au dernier recensement, était à moins 115 pour le MVP, tandis que A'ja Wilson des Aces était à 110, mais on va quand même faire une mention honorable à Alyssa Thompson du Sun du Connecticut qui était à plus 350. Alyssa Thompson qui est la vétérante, si on veut, de l'équipe du Sun, qui a dû faire beaucoup de travail cette saison parce que l'équipe était dépourvue de joueuses blessées et de joueuses importantes depuis le début de la saison. Et ils ont même été récompensés au sens que Stephanie White, entraîneuse en chef de l'équipe, a été nominée aujourd'hui comme étant l'entraîneuse-chef de l'année dans la WNBA. Mais c'est pas fini, Pop, de parler de petits formats. C'est ça, parce qu'on essaie un nouveau format pour les séries éliminatoires cette année. Est-ce qu'on sent que ça mange de ce côté-là? Est-ce qu'on sent que ça rajoute vraiment un côté spectacle, surtout pour la première ronde, là? Ben, tu sais, auparavant, on y allait avec juste un match éliminatoire. Comme, tu sais, on a parlé de presque 40 minutes de football en première partie. Comme au football, tu sais, c'est un match, that's it, c'est fini. Je pense. Puis là, je reprends les mots de Diana Taurasi en début de saison. Ce qu'elle disait notamment, c'est que elles veulent que les joueuses de la NBA puissent jouer du basketball pendant la saison de basketball, donc c'est-à-dire de l'automne, tout ça. Et j'ose imaginer qu'on aimerait avoir le même format aussi qu'on a en NBA. Cela dit, ça ressemblait un peu à du format universitaire pour la première ronde, mais j'ose imaginer que les joueuses veulent y aller avec plus de matchs, une chance de se prouver, bâtir des rivalités surtout. Je pense que ça fonctionne. Les partisans répondent présents. Mikal Bridges du côté du Liberty s'est pointé pour voir Sabrina Ionescu absolument démolir la compétition. Donc je pense que du côté de la partisanerie de la WNBA, en tout cas, moi à commencer, j'apprécie le fait qu'au moins on instaure des séries 2 de 3 pour commencer les festivités. Après ça, le reste, ça reste comme d'habitude, mais au moins qu'on puisse de peu à peu se rendre à des séries 4 de 7. Je pense que je pense qu'on s'en vient là éventuellement, et je pense que c'est quelque chose que l'état-major de la WNBA cherchera à faire. C'est sûr aussi que si on parle de jouer des matchs jusqu'au début de l'automne, là, quasiment jusqu'au mois d'octobre, rajouter encore plus de sport dans ce qui est probablement le prime time de l'année, pendant que la NBA, la Ligue nationale commence leur saison, on a les séries dans le baseball majeur, on a la NFL, puis là, si tu rajoutes la WNBA là-dessus, écoute, on aura une offre sportive complètement spectaculaire, et si on peut se rendre à des séries 4 de 7, ça sera super excellent. Du côté de l'NBA, c'est tranquille un peu. À ce temps-ci de l'année, faudrait quasiment toucher du bois pour qu'on n'ait pas de drama ou de potin ou d'action business un peu qui fait couler de l'encre. C'est pas mal tranquille. Mais il y a Dwight Howard qui essaie de revenir encore une fois dans la NBA, encore du côté de la côte ouest américaine, mais avec les Warriors de Golden State. Et on pose un ultimatum aussi à la NBA. C'est quand même drôle, mais c'est comme un ultimatum un petit peu comme au monde entier du basketball, comme quoi Dwight Howard, peut-être dans sa tête, je sais pas, peut-être qu'il a pas eu trop de commotion, je sais pas c'est quoi qui se fume en Taïwan, mais définitivement Dwight Howard se sent en 2009, il se sent plus jeune que jamais. Oui, en effet, devrait rencontrer, ou si c'est pas déjà fait, les Warriors de Golden State pour potentiellement avoir un rôle sur la formation, mais un ultimatum qui a été envoyé aussi à USA Basketball, parce que les Olympiques sont l'année prochaine, et on a jasé un petit peu la semaine dernière de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant qui pourraient se ramener parmi les rangs de l'équipe américaine à Paris. Là, Dwight Howard veut embarquer sur le train.
Dwight Howard faisait partie de la Redeem Team en 2008, d'une équipe très importante qui s'est même mérité un documentaire Netflix l'an dernier. Ah, ben là, Dwight Howard dit, bon, ben, parfait. Vous voulez une équipe américaine qui va compétitionner? Amenez-moi sur l'équipe. Sinon, je vais me joindre au rang de l'équipe taïwanaise qui, je crois même pas feront les Olympiques parce que là, après le tournoi de la Coupe du Monde, il reste 4 places pour les Olympiques l'année prochaine. Et honnêtement, si Taïwan se qualifie, je pense que j'achète un jersey de Dwight Howard parce que honnêtement, je vois pas ça arriver. Mais oui, honnêtement, c'est plutôt cocasse. Est-ce que tu t'achètes un jersey de son équipe de Taïwan, j'espère, par exemple, pas un jersey des... Ah non, pas un jersey du Magic. Non, j'achète un jersey de Dwight Howard pour Taïwan. Mais s'il se qualifie, j'achète un jersey de Taïwan, okay. Là, pas de son équipe. Ok, vraiment de l'équipe si nationale, mais fais juste imaginer quelqu'un qui est dans le coma depuis genre 1 an, genre, ou quelqu'un genre qui est dans le coma avant la COVID puis qui se réveille aujourd'hui, qui apprend il y a une pandémie puis tout ça, puis il y a plein d'affaires qui sont arrivées. Joe Biden est rendu président des États-Unis, la reine Elisabeth est morte. Oui, en passant, Dwight Howard je veux jouer pour Taïwan sur la scène internationale. Hein? Ça serait plutôt horrible, mais moi, si j'étais quelqu'un de proche de Dwight Howard, je pense que je sais directement quelle équipe il pourrait aller voir, puis ça serait prendre les Timberwolves du Minnesota, parce qu'honnêtement, on peut pas faire pire que Rudy Gobert. La page de balle perdue hebdomadaire des Timberwolves de l'Arizona présentée par le podcast La Triple Menace. Timberwolves du Minnesota, pop. Les Timberwolves du Minnesota, mais quand même. Je sais les Diamondbacks, là, mais non, là, on est au Minnesota. Oh, mon... J'ai mal pareil. Honnêtement, si Dwight Howard veut aller à quelque part, va juste aller au Minnesota, ça peut pas être pire que Rudy Gobert. Anyways, c'est pas comme si les coups iront pas nulle part d'autre, hein, Félix? Tu me tapes sur les nerfs ce soir, Mio, juste à te le dire. Tu me tapes sur les nerfs. C'est rien de personnel. Mais c'est écoute, Félix, si ça peut te remonter le moral, en ce moment, on a quand même un match important pour le Sunday Night Baseball entre justement tes Diamondbacks et les Cubs de Chicago. Les Diamondbacks qui mènent 6-2. On est en fin de 8e manche. Dois-je aussi te rappeler que, tu prends pour les Diamondbacks et deuxièmement, ton ennemi juré numéro 1, Dansby Swanson, joue pour les Cubs de Chicago. Donc, c'est juste pour te dire que si ça peut te remonter le moral, on va root pour les Diamondbacks qui espérons n'échappent pas une avance de 4 points en fin de match dans une course serrée pour les éliminatoires. Ben écoute, connaissant Mio, c'est probablement déjà acheté un chandail de Dansby Swanson avec les Cubs juste pour m'énerver. Écoute, je pense que j'ai déjà le chandail dans mon chariot fanatique parce que... Hop. C'est sûr, puis il est déjà commandé, je pense. Probablement, avec livraison express. Fait que là, bon, malheureusement, on est dimanche, mais d'ici mardi, je pense selon mes sources, le paquet s'est perdu à Mississauga, fait que il sera trop tard. Saga! Mais j'ai hâte de voir pour le baseball majeur, parce que là, on rentre dans les derniers droits un peu de... On est à quoi? À 2 semaines de la fin du calendrier régulier. Et mon Dieu... Mio, je sais que tu suis un petit peu moins les Jays un peu ces temps-ci, ces dernières années un peu, t'as peut-être décroché un peu du baseball, mais... Tu es en train de me coller un bandwagon non, je des Blue colle Jays? pas un bandwagon des Blue Jays. Oui. Parce que t'as absolument raison. Moi, oui. Je ne colle pas nécessairement un bandwagon des Jays, mais je suis. Écoute, si t'es embarqué, comment tu te sens après les hauts et les bas de la dernière semaine et maintenant qu'on est avec 3 victoires de suite contre les Red Sox de Boston, après avoir échappé la série importante de l'année contre les Rangers du Texas, 35-9 au niveau des points. Je sais, mais honnêtement, je pense que dans les mots du GOAT Michael Jordan, je peux envoyer un fax à l'organisation des Blue Jays et juste écrire « I'm back, I'm so back ». Après la débauche de l'année dernière. L'année dernière, c'était la saison que les Blue Jays devaient faire du bruit, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais c'est encore très encourageant pour
le portrait des séries éliminatoires, bon, ok, on va ignorer les Orioles qui ont honnêtement brûlé tout sur leur passage, qui n'est pas déjà fait à Baltimore. Oups. Mais à part de ça, ben, les Blue Jays, c'est assez encourageant, je veux dire. L'Est de l'Américaine, c'est très difficile comme division. Puis ça l'est aussi pour les Blue Jays dans les semaines à venir, parce que là, les Jays, il reste, 4 séries à jouer d'ici la fin du calendrier régulier. Deux d'entre elles, ça se fait bien. C'est contre les Yankees. Mais en même temps, je m'attends à une équipe opportuniste des Yankees qui vont peut-être venir voler justement cette dernière place aux Blue Jays. Parce que l'autre équipe à laquelle les Blue Jays feront face sont nul autre que les puissants Rays de Tampa Bay, les presque Expos de Montréal, qui, autant qu'on parle des Orioles qui se sont justement qualifiés aujourd'hui avec leur 93e victoire, les Rays sont à une victoire en arrière à 92. Donc, j'ai peur. Mais il y a quelque chose à faire, puis tu sais, c'est un peu rassurant justement ce balayage contre les Red Sox de Boston, parce que on sait très bien comment les Jays cette saison ont tellement de succès contre les rivaux de leur division. Je pense avant le début de la fin de semaine, c'était comme 12 victoires, 25 défaites contre toutes leurs rivaux de division. Là, on vient d'aller chercher trois grosses victoires, trois énormes victoires. Il y a un moment pour les Blue Jays d'être bons contre l'Est de l'Américaine, c'est littéralement maintenant, parce qu'il y a tous les matchs, l'entièreté des matchs qui seront joués pour les Blue Jays d'ici la fin du calendrier régulier sont contre des équipes de l'Est de l'Américaine, et une qui est extrêmement puissante, tandis que l'autre les pourchasse de pas très loin. Et surtout, on va donner aussi beaucoup de crédit aux Guardians de Cleveland qui ont joué les troubles fêtes en balayant les Rangers du Texas en 3 matchs, ce qui fait en sorte que les Blue Jays sont passés comme, je crois, en affaire comme 33% à 75% de faire les séries éliminatoires. Mais c'est aussi très gros parce que des équipes comme les Rangers du Texas puis les Mariners de Seattle ont le bris d'égalité sur les Blue Jays de Toronto. Donc, Toronto doit absolument dépasser ces deux équipes d'ici les 2 prochaines semaines pour faire les séries éliminatoires. Et du côté de l'Ouest de l'Américaine, on dirait que personne veut gagner cette division ces temps-ci. Les Mariners, OK, jouent contre les Dodgers de Los Angeles, c'est pas facile, viennent de se faire balayer, c'est correct. Les Rangers du Texas ont été balayés contre les Guardians de Cleveland. Et les Astros de Houston qui, en fin de semaine, ont perdu 2 matchs contre la pire équipe du baseball majeur, soit les Royals de Kansas City. Personne veut gagner cette division-là. Bon, OK, les Angels essayaient de gagner cette division-là, mais ils la gagneront pas. C'est ça l'affaire. Mais entre-temps, dans la course au meilleur 3e maintenant, du côté de l'américaine, on a quelque chose qui se trame. Puis comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, les Rays de Tampa Bay et les Orioles de Baltimore se sont officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires, justement après les défaites des Rangers du Texas. Oui, tu parlais justement, by the way, d'équipes qui ne veulent pas gagner. Revenons un petit peu à tes Red Sox, Pop, parce que ça a fait couler de l'encre un petit peu aujourd'hui, là. On a fait un peu le ménage dans l'état-major. Chaim Bloom, remercié par les proprios des Red Sox après avoir été set up à ses premiers jours. On va se rappeler, a échangé Mookie Betts qui pourrait... je pèse mes mots, possiblement être le MVP cette saison. Et je ne dis pas probablement, je dis possiblement avant qu'on saute à ma gorge. Pèse énormément tes mots parce qu'il n'y a personne qui va aller chercher. Il n'y a personne qui va tasser mon roi, mon Ronald à moi qui va gagner le MVP. Ronald Acuna Jr., mon MVP pour toujours. Mais bref, donc que dire de l'ère Chaim Bloom à Boston? Écoute, premièrement, j'étais pas un de ses fans, là, c'est sûr que mais comme tu as dit, ce gars-là, ça a pris 3 mois, puis il avait déjà perdu sa job. Tu sais, veux pas, t'échanges Mookie Betts pour juste échanger Mookie Betts. Il y a pas grand monde qui ressort vivant de ça et qui survit à ça. Et pour le retour qu'il y a eu, écoute, on parle d'Alex Verdugo, un gars qui sera probablement plus là l'année prochaine du côté des Red Sox de Boston. Jeter Downs, qui a été libéré par l'équipe, qui a à peine une douzaine de présences au bâton dans les majeurs cette année.
un joueur des mineurs, et Connor Wong, qui, à part vraiment être un gars qui faut lui donner quand même, là, à part qui est excellent pour empêcher des tentatives de vol au deuxième coussin. Mais à part de ça, je vais employer les mots de Félix ici présent. Écoute, ce gars-là pourrait être un AI-generated player qu'on s'en rendrait même pas compte. Non, puis c'est drôle parce que tu parles de Shane Bloom un peu, tu parles de tout ce qui s'est passé avec lui. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a congédié Shane Bloom pour les raisons pour lesquelles on lui a donné le poste. Quand Shane Bloom est arrivé, sa mission était claire. Le payroll des Red Sox était trop élevé, la banque d'espoir était nulle. Son objectif, il y avait 2 objectifs. Diminuer le payroll des Red Sox, améliorer la banque d'espoir. La décision d'échanger Mookie Betts, c'est pas une décision qui est venue de Shane Bloom, c'est une décision qui est venue des propriétaires de l'équipe. La décision de ne pas donner l'argent à Xander Bogaerts pour qu'il quitte, c'est pas une décision que Shane Bloom a prise. C'est une décision que les propriétaires de l'équipe ont prise. Trevor Story est peut-être le seul gros dossier que possiblement que Bloom a poussé un peu pour aller chercher un gros joueur sur le marché de l'autonomie. Et peut-être que ses signatures, je pense à des gars comme Corey Kluber et James Paxton, n'ont pas exactement été exceptionnelles. Mais tu regardes ce que Shane Bloom a fait dans l'ensemble et les Red Sox dépensent moins. Les Red Sox ont des meilleurs espoirs qu'il y en avait. Shane Bloom a fait ce qu'on lui a demandé et pourtant on le congédie quand même. Et à Boston, ça devient même un peu une porte tournante. Tu regardes dans les dernières années, Ben Cherington, Theo Epstein qui a quitté, Ben Cherington qui a gagné une série mondiale qui a été congédié, Dave Dombrowski qui a gagné une série mondiale qui a été congédié, Shane Bloom qui fait ce qu'on attend de lui qui est congédié. Comment, si t'es les Red Sox aujourd'hui, t'es capable de convaincre quelqu'un à devenir et s'établir à long terme quand les 4 derniers qui ont été là ont rempli leur mandat et ont quand même été congédiés très peu de temps après l'avoir fait. Moi, je sais pas quelle est la philosophie à Boston, mais c'est très particulier de voir la direction et de voir comment les dirigeants, pour une organisation qui prône quand même une certaine stabilité, c'est une porte tournante. Les gars se font congédier à tour de bras. Ça va être difficile d'attirer quelqu'un, je pense, pour remplacer Shane Bloom. Surtout Shane Bloom arrivait là comme avec un mindset un peu de petit marché. Il a été longtemps formé sous l'école des Rays de Tampa Bay. On dépense pas, on développe, on draft bien, avec juste des petits trésors ici et là, on est en train de construire une grosse équipe. Et c'est ça qu'on voulait faire un peu du côté des Red Sox de Boston, un peu amener ce côté développement-là au lieu d'aller chercher les gros agents libres sur le marché des joueurs autonomes. Mais là, t'arrives dans un gros marché, c'est plus la même chose. C'est pas une recette qui était d'avance gagnée pour Shane Bloom. Et pourtant, comme tu dis, il a réussi. En tout cas, ce qui avait été demandé a été réussi. Maintenant, on regarde les espoirs qui s'en viennent du côté de l'organisation. C'est bien, c'est correct, ok. Mais il y a encore des trous à patcher. C'est sûr que on a signé Rafael Devers à long terme. Ça, c'est réglé. Ok, 3e coussin. Mais les lanceurs, c'est toujours aussi affreux. Il va falloir à un moment donné dépenser à un moment donné du côté des lanceurs et peut-être aller chercher quelque chose pour retrouver un peu cet esprit de gros marché de on dépense, on est capable, on peut rivaliser avec tout le monde. Puis je me souviens plus c'est qui chez The Athletic qui avait mentionné ça dans un article justement cette semaine par rapport à ce dossier-là. Et je m'en excuse d'oublier le nom, mais les Red Sox et Boston en tant que tel, c'est le dernier ou peut-être dans les derniers marchés du baseball majeur où on prend ça vraiment personnel, là. Tu sais, quand il y a une saison difficile, on le sait, les partisans sont bruyants, puis on prend vraiment ça du côté personnel, alors que c'est plus vraiment le cas dans beaucoup d'équipes du baseball majeur. Alors, je me demande que, avec une équipe qui a gagné 4 séries mondiales en quasiment 15 ans, ben, il va falloir essayer de trouver un moyen de revenir un peu sur la bonne track pour essayer de revenir au plus fort. Et comme l'a dit Mio, l'Est américaine, c'est toujours un champ de bataille année après année. Ouais, puis tu parlais aussi d'aller chercher un gars comme Bloom qui a excellé dans un petit marché. Andrew Friedman vient du même marché que Shane Bloom. Andrew Friedman a fait ses classes à Tampa lui aussi. Il est arrivé avec les Dodgers et il a quand même été capable de construire une bonne équipe parce qu'on lui a donné les moyens de ses ambitions. C'est pas parce qu'un directeur général ou un président des opérations baseball ou celui qui prend les décisions, name it, le poste que tu veux, est capable de fonctionner dans un rôle comme ça, dans un petit marché, qu'il faut que tu coupes ses moyens nécessairement pour l'amener dans un gros marché. La réalité n'est pas pareille, tu l'as dit, les partisans prennent ça au sérieux.
Je pense que les partisans prennent beaucoup plus ça au sérieux à Boston qu'à Tampa Bay, et je veux rien enlever aux fans des Rays à ce niveau-là, mais il y a une culture du baseball qui est beaucoup plus intense à Boston qu'elle l'est du côté de Tampa Bay. Ça fait en sorte qu'il faut que tu aies les moyens de tes ambitions et les moyens des ambitions de tes partisans. Et en Chamberlain, on l'a menotté un peu. Juste un peu, on l'a menotté. Ah oui, on l'a menotté et on l'a forcé à échanger Mookie Betts, et on l'a presque assurément forcé à laisser partir Xander Bogaerts, qui étaient deux gars vraiment, vraiment, vraiment aimés à Boston. C'est sûr que ça fait mal aux partisans. C'est sûr que les partisans ne l'ont pas encore digéré. Je te confirme. Moi, je l'ai pas digéré. Moi, Mookie Betts, je le digère pas. Là. J'ai regardé là, cette semaine, là, juste en 4 ans à Los Angeles, là, Mookie Betts a déjà 22.2 WAR. Va sûrement gagner son troisième quart doré, un troisième bâton d'argent, 4 fois au match des étoiles, un championnat. Écoute, j'ai essayé pendant longtemps d'aimer Alex Verdugo. J'ai absolument rien contre le joueur et encore moins contre le gars. Mais sacrément, là, le gars a absolument à peu près rien fait depuis qu'il est à Boston. Vraiment incroyable. Puis, je veux bien croire qu'on a mis David Price pour essayer de faciliter la transaction, pour essayer de se débarrasser d'un gros contrat qui était parmi les 1 million de gros contrats morts à la Pablo Sandoval qu'on avait du côté des Red Sox de Boston. Mais rendu là, mais c'est comme je disais tantôt, quand tu échanges un joueur générationnel de même, c'est rare que tu vis pour raconter cette histoire-là. Ouais, parce que à peu près, je dirais, c'est quoi, à peu près 1 an après la transaction, les Dodgers ont gagné la Série mondiale. C'est pas une vraie Série mondiale. Mais à ce moment-là, la Série mondiale compte pas, mais à ce moment-là, il y avait littéralement des discussions, parce que c'est avant que Shohei Ohtani devienne la super vedette qui est aujourd'hui, avant qu'Aaron Judge prenne son envol, il y avait littéralement des conversations, des débats. Est-ce que Mookie Betts est le meilleur joueur du baseball, encore plus que Mike Trout? Et il a été échangé pour des peanuts. Alex Verdugo, qui pense dans sa tête que c'est Prime Barry Bonds, quand dans le fond, il est à peine capable de connaître une saison qui a de l'allure. Jeter Downs, qui est le seul moment marquant qu'il a eu dans sa carrière à Boston, c'est d'avoir un bon moment contre les Yankees. Et c'est drôle parce que Jeter, il s'appelle de même pour Derek Jeter. Et Connor Wong, qui sérieusement est un receveur plus qu'ordinaire. On échange ça pour un joueur qui est générationnel, un gars qui a gagné un MVP et un gars qui a déjà été considéré parmi les meilleurs de son sport et qui est encore parmi les meilleurs de son sport. C'est absurde. C'est juste, c'est pas compliqué. Mookie Betts pourrait prendre sa retraite cette année, puis je suis pas mal sûr qu'en 3 ans, il se ramasse autant de la renommée. C'est à ce point-là à quel point ce gars-là est exceptionnel, athlétique. Il a toutes les qualités que tu veux dans un joueur de baseball. Et, soit dit en passant, juste pour la petite découverte que cette semaine, en prenant des notes, j'ai vu sur la page Baseball Reference de Mookie Betts qu'il y a une toute petite section là, juste en bas de la page qui répertorie ses matchs de 300 au bowling. Juste pour dire à quel point ce gars-là est bon dans tout. Il est bon dans tout. Un peu comme Anthony Edwards, hein, Félix? Anthony Edwards est un MVP dans n'importe quel sport en dedans de 6 mois. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Parlant d'athlètes un petit peu multifacettes, ça fait longtemps qu'on a parlé d'eux, puis honnêtement, je commençais à m'en ennuyer. Les Angels de Los Angeles refont les nouvelles cette semaine, et non pas parce que, encore une fois, ils ont connu une fin de saison absolument dégueulasse. Je peux déjà te dire qu'officiellement, les Angels de Los Angeles sont maintenant à 8 saisons consécutives avec une saison perdante. Fait que juste ça, en partant, c'est déjà pas pire. Oups! Puis, si c'était pas déjà avec quelqu'un aussi qui était pas mal considéré comme les meilleurs de son sport, mais là, si on rajoute 2 des meilleurs du sport, et Ohtani qui, en fait, c'est officiel, Ohtani est officiellement out pour le reste de l'année. On considérait qu'il pouvait encore faire certaines choses qu'il était capable de faire malgré les risques d'une opération, mais là, là, les premières nouvelles sont sorties. Ohtani ne jouera plus du restant de la saison, mais là, en plus, on parle de son casier qui a été vidé. Là, on commence à parler d'opération. On a besoin de démêler ça un petit peu, les gars. Là, de un, Félix, toi et moi, on parlait un petit peu d'une opération. Est-ce qu'on a un petit peu plus de détails à ce niveau-là? Écoute, on n'a pas de confirmation encore, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est presque assuré que ça va être une opération Tommy John. C'est souvent ça qu'on utilise quand le ligament du coude est déchiré et le ligament du coude de Shohei Ohtani est malheureusement déchiré. On parle d'une convalescence qui risque de le garder à l'écart pour peut-être... Bryce Harper était revenu en 5-6 mois, je pense, de mémoire.
Mais pour un retour sur le monticule, probablement pas avant 2025. Pour Shohei Ohtani, c'est très très dommage parce qu'on perd la moitié d'un des joueurs les plus électrisants du sport. C'est presque un an de réhabilitation au complet. Donc on s'attend à ça. Et même s'il est encore capable de frapper avec sa blessure au coude, là c'est une nouvelle blessure au muscle oblique dans l'abdomen qui le tient à l'écart d'ici la fin de la saison. Les Angels, son état de santé était en train de se détériorer. On a juste décidé de le laisser prendre ses affaires, s'en aller. Au début, quand ça a été annoncé, on pensait que peut-être qu'il avait abandonné l'équipe ou quelque chose. Finalement, c'est parce qu'il pouvait se faire opérer à tout moment. Donc, il a décidé de faire ses bagages pour être prêt à aller se faire opérer à tout moment. Et on l'a d'ailleurs vu samedi soir. Donc, hier, on l'a vu dans l'enclos avec ses coéquipiers. Shohei Ohtani n'a pas abandonné son club. Shohei Ohtani est juste prêt à se faire opérer et à penser à sa santé. Ce qu'il aurait dû faire un peu plus tôt dans la saison, selon moi. Mais encore là, c'est encore bien subjectif comme perception. Pop. Écoute, qu'à dire de plus les Angels de Los Angeles, mais s'il fallait que Shohei Ohtani parte, et soyons honnêtes, le scénario est très sur la table. Là. Je pense que on peut affirmer sans se tromper que c'est pas mal la dernière fois qu'on aura vu Shohei Ohtani dans un uniforme des Angels, mais pas de cérémonie, pas rien, pas de belle sortie, même pas une présence en séries éliminatoires, rien. Mais je pense c'est vraiment triste. Mais je pense que c'est ça qui rend le tout amer. Il y a rien qui confirme nécessairement une sortie d'Ohtani. Oui, le scénario est sur la table, c'est juste, il me semble, il y a rien. Je veux dire, Carey Price, je sais pas combien d'ovations on a fait à lui pour ses 15 retours dans les dernières années, là. Mais pour ce qui est d'Ohtani, tout ce qu'on entend, c'est hop, le casier est vidé. Hop, il ne jouera plus pour le reste de la saison. Selon mes sources, je t'avance directement qu'il va s'en aller avec les Red Sox de Boston l'année prochaine. Ça y est, je l'ai dit. Je l'ai dit. Arrête. Hey, pourquoi tu penses que les Red Sox de Boston font le plein de joueurs japonais depuis 3 ans? Dis à tes sources d'arrêter de parler parce que je veux même pas m'imaginer un scénario où est-ce que Ohtani est dans ma division avec les Yankees. OK, dans ce cas-là, je peux tasser Ohtani, mais est-ce qu'on peut ajouter Mike Trout rendu là? Pourquoi? Ok, tu peux avoir Ohtani, mais je prends Mike Trout. Ok, seulement si Mike Trout s'en va aux Diamondbacks de l'Arizona. Ok, deal. C'est good. Deal. On vient de régler ça. Jeff Bassett, hit us up. On a des sources. On vient de leak le script de la MLB pour l'année prochaine. C'est réglé. Appelez-nous Spittin' Chicklets parce qu'on break des nouvelles comme eux à partir de maintenant. Ouh. Vous l'aurez entendu ici en premier. J'ai tellement hâte qu'on sorte notre alcool. Ça serait quel genre d'alcool qu'on sortirait? Il me semble, Mio, t'es pas un gars de vin. Plus un gars de bière, je pense. Si j'ai besoin de vin, je sais définitivement qui appeler pour ça. Liam Hood. Si tu écoutes ce balado, tu es le gars de vin. Tu es le wine guy, comme on dit. Non, j'apprécie une bonne bière. Félix, il boit pas. Ça serait peut-être... Moi, ce serait non, une mais grosse c'est ça bouteille d'eau, mon justement. alcool. C'est ça justement. On pourrait avoir notre bière, la triple menace, mais aussi une façon sans alcool pour Félix. Ça va être la oui. Félix. La Félix. Moi, tu sais, je vais Let's avoir go. peut-être une rousse, une blonde ou une blanche, tu sais, quelque chose de très dans le milieu. Puis Pop, toi, tu vas avoir la stout. La Pop, ça va être la stout. La Mio, ça va être peu importe. Peut-être une blanche. J'ai peut-être une petite préférence pour la blanche. Et la sans alcool, ça va être la Félix. Ce qui est quand même ironique parce que moi, j'aime pas les stouts dans la vie, mais bon, Bon, ok, je prendrai la stout. On réglera ça de ce côté-là. Écoute, les boys, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait pour cette semaine. On se garde des petits sujets en bref. J'ai vu ce soir, je sais pas si c'est confirmé, mais je crois que, sans trop me tromper, je crois que les Capitals de Québec, qui étaient en... c'est fait. Championnat pour les Capitals de Québec, on les félicite avec l'ami de toujours de notre podcast, Greg Bird du côté des Capitals de Québec. Le monde dit ça. C'est correct, un moment donné, il va le savoir, mais shout-out à Greg Bird, lui, t'es toujours invité au cook-out n'importe quand dans le futur. On regarde aussi ce qui se passe dans les prochains jours. On sait que demain, il y a le repêchage de la PWHL au hockey féminin qui va se dérouler dans la journée
de lundi. On se garde aussi ce qui se passe du côté de la Ligue nationale de hockey alors que les camps d'entraînement officiels s'ouvrent dans quelques jours. Et pour les amateurs de hockey junior également, on a aussi la WHL et la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Une première année sans bagarre, faut-il le rappeler, qui ouvre ses activités en fin de semaine prochaine. D'ici là, on va vous souhaiter une excellente semaine. Merci d'avoir été avec nous encore une fois pour cet épisode de la Triple Menace. On voit vos commentaires, on reçoit quelques messages, on aime ce que vous nous envoyez, on essaie de poursuivre l'aventure le plus fidèlement possible. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos pages Instagram, YouTube, TikTok également, aussi nous suivre sur nos comptes personnels Twitter. Les boys, merci beaucoup, on se revoit bientôt et à la prochaine chicane. Ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.